Yo les bros, le chapitre 986 est sorti, dans la ligne des précédents, il se présente comme étant une fois encore incroyable et particulièrement ambitieux, bien que les sujets soient moins propices à faire une longue review que d'habitude. Donc dans cette review, nous allons malgré tout revoir et analyser tous les éléments qui le composaient. Nous sommes bientôt aux 200 000 abonnés, c'est juste dingue et je vous réserve de nombreuses surprises pour fêter cet événement, donc si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, abonnez-vous les bros, merci encore. D'ailleurs depuis quelques jours, vous pouvez également me retrouver sur ma nouvelle page Facebook, oui en 2020 bien sûr, vous pouvez éviter la blague, une page qui comportera certaines exclusivités ainsi que des concours, donc une fois encore n'hésitez pas à aller la rejoindre, ça serait top. Merci à vous, vous êtes prêts, alors commençons. Qu'est-ce que ce chapitre était attendu? Certes, les événements récents n'y sont pas étrangers, mais quand on apprend que l'éditeur d'Oda aurait pleuré au téléphone après l'avoir lu, forcément ça secoue toute la communauté. Une deuxième version de cette information serait qu'il n'aurait pas pleuré après le chapitre 986, donc celui-ci, mais le 987. Ce qui serait bien plus logique car malgré l'intensité du chapitre d'aujourd'hui, il n'y avait pas plus de raisons de pleurer que pour le dernier. Sauf si la cover du chapitre l'a fait pleurer de rire et là je comprends un peu mieux. Après toutes les péripéties de Pound, après avoir défié la mort comme la mort n'a jamais été défiée, ces filles ne veulent pas croire au lien qui les unit et s'en vont sans lui. Là pour le coup Oda t'es vraiment un génie, t'as divisé toute ta communauté pour arriver à cette finalité, t'es vraiment le king des trolls. Passons au premier moment fort du chapitre qui signe aussi son commencement, la réunion de tous les fourreaux rouges. Tous sont là, aucun ne manque à l'appel, bien que l'esprit d'un d'entre eux aurait quitté ce monde, celui de Kanjuro. Nous l'avons imaginé dans le dernier chapitre, Kiku et les autres samouraïs seraient bienvenus à bout de Kanjuro, expliquant la tristesse immense qu'elle montrait à la fin du chapitre 985. Le corps de son frère de sang était allé à terre et Kiku serait à l'origine de son meurtre. Tous les fourreaux s'apprêtent alors à continuer leur avancée avec la même détermination qu'il y a 20 ans, derrière leur seigneur Oden Kuzuki qui s'apprêtait à entrer dans la bataille décisive de sa vie. 20 ans qu'ils ne s'étaient pas rassemblés et 20 ans qu'ils ne s'étaient pas battus contre un ennemi commun. Cependant, malgré la joie des retrouvailles, il est difficile d'oublier le destin funeste de Kanjuro. Est-il réellement mort? Est-ce juste la fin pour le traître des Kozuki? Une histoire de plusieurs dizaines d'années qui se conclut en off-screen sans qu'on puisse en voir le déroulement? Comment cela pourrait-il être possible? Je vous en parlais dans la dernière review, dès le début, j'avertissais sur la potentielle double identité que pourrait avoir Kanjuro avec son fruit du démon en se dessinant lui ou un autre pour nous leurrer, nous et ses adversaires. Le pansement n'était à mon sens pas là pour rien et serait un élément déterminant sur le retour de Kanjuro à un moment de la guerre. Si Kanjuro vient réellement à mourir maintenant, alors ne serait-ce pas le résultat d'une hâte scénaristique? En analysant son cadavre, on peut y voir ce qui semble être des gouttes de sang au niveau de la pointe de son pinceau. Et si justement ces gouttes de sang ne seraient pas réellement du sang mais de la peinture, signe qu'il a utilisé son pouvoir pour animer un dessin. Alors comme au chapitre 958 avec la flaque de peinture sous le pinceau qui se révèle être une indication de la stratégie de Kanjuro au chapitre 974 avec le clone qu'il a dessiné sur la barque, il recommencerait alors aujourd'hui en mettant en scène sa propre mort. Cela pourrait aussi nous rappeler la fausse mort de Komurasaki organisée par Kyoichiro malgré la scène surréaliste. J'avoue ne pas être très convaincu et jusqu'à la fin de l'arc, je n'arriverai pas à croire réellement à sa mort. Ce qui est d'ailleurs pareil pour Orochi, mais ça on en parlera juste après. Quoi qu'il en soit, les deux samouraïs à l'origine des fourreaux rouges, Kinemon et Denjiro, prennent les devants, comme pourraient le faire Zoro et Sanji ou Gaban et Riley, et s'apprêtent à affronter l'origine même de leur douleur. Luffy brise enfin les chaînes de Yamato et bien qu'il doutait qu'une explosion allait réellement se produire, ça a pourtant bel et bien été le cas. Les menottes de Yamato cachaient un puissant explosif qui aurait normalement dû tuer le fils de Kaido, montrant par la même occasion que Kaido ne sous-estimait pas l'endurance de Yamato qui doit être donc particulièrement haute. L'intensité de cette explosion a permis à Yamato de se rendre vraiment compte de la cruauté de son père et jusqu'où il serait capable d'aller pour priver son enfant de liberté. Pas de nouvelles révélations de son côté à part que Yamato va désormais réellement se rallier à la cause des samouraïs contre Kaido. Les explosifs dans ses menottes ont été l'ultime élément déclencheur, confirmant sa rébellion. En tout cas, il est clair que maintenant, Luffy contrôle parfaitement son acquis de l'armement. Après avoir entraîné au plus haut point son acquis de l'observation face à Katakuri, c'est désormais celui de l'armement qui bénéficie d'une intention particulière. Ce qui veut dire que son acquis des rois a donc lui aussi encore augmenté. Rappelez-vous, il s'agit de la seule forme du acquis qui ne peut pas être entraîné. Le acquis des rois gagne en puissance et en importance après avoir acquis une encore plus grande volonté et après avoir amélioré les autres facettes de son propre pouvoir. Un plus grand contrôle de son propre corps. Luffy serait-il désormais capable, grâce à lui, de pouvoir influencer directement l'environnement? Luffy pourrait-il écraser les murs ou briser les planches rien qu'en exultant le haki suprême? Le niveau de haki qu'il a dû atteindre pour pouvoir daigner défier un Yonko doit être ahurissant. N'oublions pas que ces mêmes entités sont capables de séparer le ciel simplement en croisant le fer. Alors Luffy est-il désormais si loin de ce niveau, lui qui s'apprête à affronter les hommes les plus puissants du monde et à régner par la force et la volonté?
Big Mom fait également son apparition dans ce chapitre en ayant capturé Nami et Carrot. Ces dernières sont particulièrement en mauvaise posture et c'est donc le moment idéal pour Sanji de venir les sauver. En tout cas, si Oda ne le fait pas revenir maintenant, j'espère que ça sera bien pour une meilleure opportunité car deux femmes en détresse sont normalement le meilleur signal d'alarme pour le faire apparaître. Ce sont désormais Momonosuke et Kaido que nous retrouvons. Un deuxième Kurozumi semble être mort dans ce chapitre puisque la tête d'Orochi jonge également le sol, sans réaction de sa part. Pour le coup, je dois avouer que presque plus comprendre et croire en la mort d'Orochi que celle de Kanjuro. Mais bon, c'est un débat sans fin. Je croirais malgré tout jusqu'à la fin que seul Iori, Momonosuke et peut-être même les fourreaux rouges sont ceux qui doivent tuer Orochi, et personne d'autre. J'en viens seulement à croire qu'Orochi va se remettre sur pied, comprendre qu'il n'a plus les droits et encore moins d'autorité, et va découvrir que tous ceux qui le suivaient et lui baisaient les pieds en tant que shogun ont retourné leur veste, car la loi du plus fort est indéniablement la seule qui s'applique à chaque espèce vivante, le faisant sombrer dans une profonde peur. En parlant de la loi du plus fort, une scène entre Kaido et Momonosuke nous fait revenir plus de 20 ans en arrière. Le château d'Oden en feu, Kaido qui s'apprête à tuer le digne héritier des Kuzuki lui pose une simple question. Quel est ton nom? Aujourd'hui, Kaido s'interroge toujours sur la légitimité de Momonosuke à être le fils d'Oden. La première fois qu'il a éprouvé de la pitié pour lui et l'a épargné, mais cette fois-ci, la chair et le sang d'Oden peut enfin s'affirmer comme celui qui dirigera Wano Kuni. Sa rencontre avec Luffy aura changé ce jeune garçon qui avait tout perdu quelques semaines avant en un futur leader capable d'honorer une tradition ancestrale. Est-ce donc la raison pour laquelle Kaido pousse Momonosuke à être comme son père, pour retrouver en lui le samouraï qu'il avait ébloui autrefois? Serait-ce pour contraster avec sa fille, qui veut ressembler également à Oden? En faisant affirmer à Momonosuke son héritage, Yamato se rendrait ainsi compte que ce n'est pas à elle de perpétuer la volonté d'Oden, mais peut-être plutôt à Momonosuke. Ce n'est pas elle qui doit avoir le destin de Wano Kuni sur les épaules, mais l'héritier du plus grand samouraï du monde. Et Kaido qui pousse Momonosuke à s'affirmer comme étant le fils d'Oden serait alors une sorte de métaphore visant à faire comprendre à sa fille que la place qu'elle recherche ne lui est pas adaptée. Ou alors il peut s'agir plus simplement d'une façon pour lui de se venger de l'homme qui aurait pu le battre, expliquant ainsi son geste final qui est de vouloir tuer Momonosuke. L'héritage d'Ekozuki aurait pu subir une nouvelle fois une grande perte, si les gardiens et serviteurs enragés de cette noble famille n'étaient pas arrivés. Izo et Nekomamushi désarment respectivement King et Kaido, et tous ensemble, tels les grands samouraïs qu'ils sont, hurlent Sunachi en oubliant ce qu'ils sont et qui ils sont, affrontant la mort sans aucune once de peur. Contre toute attente, ce sont 9 fourreaux rouges qui se ruent sur l'invincible Kaido qui verra la même fougue qu'Oden avait à l'époque. Kinemon et Denjiro, une fois encore, seront ceux qui lui portent le coup, protégés et épaulés par tous les autres. Tombant à la renverse, c'est ainsi que se termine ce chapitre. Une conclusion légendaire pour une histoire qui l'est tout autant. Mais que va-t-il bien se passer? Malgré toute la hargne des fourreaux, difficile d'imaginer qu'il soit à la hauteur de vaincre Kaido. Cependant, cette attaque ne sera pas pour autant inutile. Pour percer la défense de Kaido, Luffy savait qu'il existait une solution, et cette solution se trouve être le Ryuo. Alors qu'il ne s'agit que d'un acquis de l'armement avancé, nommé de la sorte par les samouraïs de Wano, les plus doués de ces derniers semblent savoir le maîtriser. Imaginez un seul instant que des samouraïs du calibre des fourreaux rouges n'aient pas parfaitement maîtrisé cette forme du acquis est littéralement impensable. Même si Kaido n'est pas mort suite à cette attaque, il a dû subir quelques dégâts. La suite reste trouble malgré tout, Kaido doit être dans un état d'énervement extrême, et Momonosuke n'est toujours pas libéré. Soit c'est l'un des fourreaux qui va le faire, soit bien sûr Luffy et Yamato. Ces derniers se préparent également à l'affrontement, et ça va être l'occasion pour Luffy d'affronter temporairement Kaido, ou peut-être de l'intercepter en sauvant Momonosuke ou un des fourreaux rouges. Qu'il bloque une attaque avec son haki, peut-être accompagné de Yamato, signerait le début des hostilités entre le père et son enfant, entre l'empereur et le futur roi des pirates. C'est la fin de cette vidéo les bros, elle aurait été beaucoup plus courte que pour le dernier chapitre car même si celui qu'on vient de lire est vraiment très bon, il n'y a rien à dire, eh bien il a quand même moins à dire que durant les précédents. C'est typiquement le genre de chapitre à découvrir en Reaction Live par exemple, mais j'aimerais éviter de jongler entre les formats à ce point là. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas eh bien la plus grande récompense que vous pourrez m'offrir est de me laisser un pouce bleu, tout simplement. Je ne vous demande pas d'argent, simplement un petit clic. Passez un très bon week-end les bros, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peace.